Cussac, dans le Cantal. Un petit village de moins de 200 habitants, perdu au milieu de... Oh, pas grand-chose, hein. Enfin, on est méchant parce qu'on a regardé sur Internet avec Sébastien Girard et ça a l'air très joli comme coin. Mais de là à ce que des extraterrestres s'y arrêtent, c'est quand même, entre nous, assez improbable. Et pourtant, dans les années 60, ce village de Cussac a fait parler de lui, puisqu'un témoignage troublant a propulsé ce petit coin de campagne paisible à la une de tous les journaux. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cette histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Avant de commencer, on vous remercie pour tous vos messages et commentaires. On va saluer Alice qui est sur le Patreon de La Petite Histoire. Alice, elle a rejoint la grande famille de La Petite Histoire pour moins de 5 € par mois et elle fait donc partie de celles et ceux qui nous suivent via Patreon et qui nous aident financièrement à réaliser ce podcast que nous faisons gratuitement. On salue Let's Go Canadien également. Lui, Let's Go Canadien, il est sur Spotify et il nous dit, je cite, « J'adore ce podcast de La Petite Histoire. Pourriez-vous nous faire encore plus d'histoires paranormales ?» Eh bien, en voilà une d'histoire paranormale. On va, sans plus attendre, prendre la direction du Cantal et de sa campagne verdoyante. La vraie question n'est pas qui je suis, mais plutôt où je suis. Nous sommes le 29 août 1967, à Cussac. Cussac, c'est un petit village qui compte un petit peu plus de 280 habitants à cette époque. Le village est situé en haut d'un plateau culminant à 1045 mètres d'altitude. Alors ce jour-là, du 29 août 1967, il fait beau. Tout est calme. On entend les oiseaux qui chantent, mais pas de cigales, parce que ça caille un petit peu là-bas. Il fait à peine 15 degrés. Le petit François Delpeuch, il a 13 ans. Et ce jour-là, il est accompagné par sa petite sœur, Anne-Marie, qui en a 9. Et puis, il y a le chien aussi. Le chien, c'est Médor. Tous trois, François, Anne-Marie et Médor, sont partis de la maison à 8h du mat. Ils sont partis pour accompagner une dizaine de vaches dans un pré. Les vaches qui appartiennent aux parents de François et d'Anne-Marie. Le pré, quant à lui, est à environ 800 mètres du village. Alors jusque-là, rien d'anormal. C'est quelque chose que font les deux enfants assez régulièrement, que d'aller accompagner les vaches. Au milieu de la matinée, vers 10h30, les 10 vaches semblent vouloir traverser la route pour changer de pré. Là aussi, rien d'anormal. Les vaches veulent visiblement rejoindre la trentaine de bêtes qui se trouvent en face. Alors, François se retourne pour appeler son chien et l'envoyer retenir les vaches qui veulent foutre le camp. Et soudain, François aperçoit au loin 4 personnes de petite taille. Alors quand je dis petite taille, on est sur des personnes d'environ 1m20. François pense alors que ce sont des enfants. Et François va leur proposer de venir jouer avec eux. Ouais, sauf qu'au lieu de venir vers eux, les 4 individus partent en courant se cacher derrière un gros buisson. Bon, vous allez me dire, là non plus rien de bizarre. Un enfant fait souvent ça, de partir se cacher soudainement. François, lui, il monte sur un muret pour essayer d'apercevoir les chenapans qui se sont enfuis. Mais ce qu'il va voir, ce ne sont pas des gamins. En effet, au lieu de voir les 4 enfants, François va apercevoir un immense engin rond, brillant et métallique. L'engin, qui est à environ une 60aine de mètres, semble relativement grand. Il mesurerait, selon François, environ 4 mètres de largeur sur 2 mètres de hauteur. Les enfants sont à côté de la machine. Bon, évitons de les appeler les enfants, si vous le voulez bien, puisque ce ne sont pas des enfants, non. Disons que, tels que les décrit François, ce sont des humanoïdes en combinaison noire. Eh bien, ces humanoïdes sont donc à côté de la machine, et selon François et sa sœur Anne-Marie, ces humanoïdes semblent avoir le visage poilu. Toujours au nombre de 4, les poilus vont soudain se jeter dans leur engin, tête la première. François affirme voir leurs pieds. Et voici la description qu'il va en faire de ces pieds. Ce sont des pieds palmés, comme des pieds de canard. Soudain, l'engin décolle dans un léger bruit de sifflement. Une lumière intense émane alors de la machine et éblouit François et sa sœur au point qu'il devient désormais impossible de regarder la machine. La lumière est trop douloureuse. Quelques secondes plus tard, François et Anne-Marie
rouvre les yeux, mais plus rien. La machine a totalement disparu, laissant derrière elle une odeur de soufre et 2 enfants en pleurs, traumatisés par ce qu'ils viennent de voir. François et sa sœur courent jusqu'à chez eux, oubliant au passage les vaches dont ils avaient la garde. Une fois rentrés à la maison, François et Anne-Marie vont raconter tout ce qu'ils viennent de voir à leur père. Le père les croit rapidement et il fait donc venir un adjudant de la gendarmerie pour écouter l'histoire. Les gendarmes prennent cela au sérieux et ils vont se rendre sur place. Arrivés sur le lieu où les enfants ont aperçu l'engin, les gendarmes ne peuvent que constater l'odeur de soufre qui stagne encore, ainsi qu'une herbe écrasée à l'endroit supposé où se trouvait l'engin, comme si quelque chose de lourd avait été posé ici. Alors une première enquête va être publiée. Cette enquête va être réalisée non pas par la police, mais par un groupe privé. Cette enquête affirme que les enfants auraient dit la vérité et que leur témoignage serait crédible. Quelques 10 années plus tard, nous sommes en 1977. Une association ufologique enquête à son tour. Et même conclusion, cet assaut dit que tout semble vrai. Un an plus tard, en 1978, c'est un des plus grands groupes qui va s'intéresser à cette affaire, le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il s'agit d'un comité qui est placé sous une autorité indépendante. Le GEPAN est constitué de représentants des autorités civiles et militaires et du milieu académique et scientifique. Parmi elles, la gendarmerie, la police armée de l'air et de l'espace, le CNES, le CNRS, Météo France et bien d'autres. Alors vous l'aurez compris, avec cet organisme, on ne rigole pas. Le GEPAN va donc dépêcher 4 enquêteurs sur place. Arrive donc à Cussac un magistrat, un ingénieur du CNES, la documentaliste du GEPAN, et puis Claude Poher. Claude Poher, c'est un enquêteur en charge du dossier. Tous les 4 retournent donc sur les lieux pour tout d'abord interroger le gendarme qui a écouté l'histoire en premier, puis pour écouter la version du père Delpech ainsi que la version des 2 premiers témoins, les enfants, François et Anne-Marie. Alors cela a beau se passer 11 ans plus tard, le témoignage de François, celui d'Anne-Marie, celui du père Delpech ainsi que celui du gendarme, tous ces témoignages n'ont pas bougé. Tous décrivent à nouveau ce qu'ils ont vu et les détails sont les mêmes 11 ans plus tard. Les enquêteurs font alors des mesures sur place. Ils prennent des notes, ils prennent des photos également. Puis ils terminent en publiant un rapport, une conclusion de 30 pages. Dans la conclusion de ce rapport, on peut lire ce qu'en pense le magistrat, qui dit, je cite, « Il n'existe dans ces divers éléments aucune faille, aucune discordance qui permette de douter de la sincérité des témoignages, ni d'envisager raisonnablement une invention, une supercherie ou une hallucination. Dans ces conditions, malgré le jeune âge des témoins principaux et aussi extraordinaires que paraissent être les faits qu'ils ont relatés, je pense qu'ils les ont réellement observés. Nous avons cherché à réduire cette observation à des phénomènes connus. Le seul phénomène qui nous semble convenir pour expliquer tous les aspects, et en particulier les 4 occupants, serait un hélicoptère. Néanmoins, la forme de l'objet, sa couleur, sa brillance, sa trajectoire, le silence au sol, la disparition inexplicable dans le ciel, la vitesse de montée, la vitesse de parcours de la trajectoire hélicoïdale, la taille et l'habillement des occupants, leur fuite, la proximité des arbres de la haie, l'odeur dégagée, tout cela ne permet pas de retenir l'hypothèse de l'hélicoptère. Aucun autre phénomène connu ne nous convient également. Bon, tout ça est assez clair. On va tout de même avoir un élément de réponse quelques années plus tard, à la fin des années 90, puisque le temps a passé et nous sommes désormais avec Éric Maillot. Éric Maillot, il est membre du Cercle Zététique. Le Cercle Zététique, c'est une association qui a pour but de, je cite, « vérifier et comprendre plutôt que de croire ». C'est cet asso qui va rouvrir le dossier du GEPAN. Pour Éric Maillot, pas de doute, les enfants ont bien vu quelque chose. Oui, mais selon lui, ils n'ont pas vu d'extraterrestres. En effet, la zone où se trouvait l'engin était, depuis 3 ans, une zone de manœuvre militaire. Selon lui donc, les jeunes auraient tout simplement vu une manœuvre militaire. Alors,
c'était pas un véhicule français, car aucune archive ne montre de déplacement de véhicules français à ce moment-là. Mais il serait selon lui fort probable que cela puisse être un véhicule de l'OTAN. Pour Éric Maillot, le véhicule en question serait potentiellement un hélicoptère qui passait par là et qui se serait posé un court instant. Mais alors, comment expliquer les pieds palmés, ou encore le fait que les individus se soient jetés, peut-être la première, dans leur engin? Eh bien, mystère et boule de gomme. Ça, on ne le saura jamais. D'autant que ni François, ni Anne-Marie n'ont jamais changé leur discours. Alors vous, à votre avis, on est sur des extraterrestres ou sur un hélicoptère ? Dites-le nous en commentaire. Voilà les amis pour cette histoire d'OVNI. Et vous, est-ce que vous avez déjà vu des choses étranges dans le ciel ? Ça arrive souvent par chez nous, notamment les soirs d'été. On croit voir des lumières se déplacer bizarrement dans le ciel. Et puis au final, c'est la patrouille de France qui s'entraîne. Bon, pas d'aliens, bien souvent, mais des histoires à raconter. Venez nous raconter donc vos histoires, on vous attend sur Spotify et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux de La Petite Histoire, Instagram notamment, mais aussi Facebook. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et puis nous, on se retrouve très vite, sauf si d'ici là, on a été enlevé par des aliens, bien sûr. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Tiens, au passage, est-ce que vous avez entendu que j'ai utilisé il y a quelques instants la magnifique expression « mystère et boule de gomme ». Expression qui signifie qu'une situation est enveloppée de mystère. Alors d'où vient cette expression ? En voilà une bonne question. Je vous propose qu'on fasse un épisode de La Petite Histoire des expressions avec cette expression « mystère et boule de gomme » dans les prochaines semaines. Ça vous va ? Allez, à très vite.